Alors, donc on a X max, bien sûr, Y max, pas de problème. Très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé uniquement le prix du bien X qui est devenu plus cher. Qu'est-ce qui s'est passé donc pour X max? Il s'est déplacé vers la gauche. Donc, on a réduit la consommation du bien X. Donc, on s'est déplacé vers la gauche. Donc, je vais utiliser une couleur différente. Donc, imaginons que la nouvelle valeur, elle est là. Donc, R, elle est le même. Et Px, je vais mettre P'X. C'est pas la dérivée encore une fois, c'est juste nouvelle valeur. R sur PY n'a pas changé, puisque R est constant, PY aussi est constant. Donc, ça reste la même valeur. Donc ici, si vous voulez, R sur PY, la même valeur. Donc le même point. Donc, X max, il a bougé, il s'est déplacé vers la gauche, reflétant une baisse de la consommation du bien X, parce que le bien X est devenu plus cher. Et le bien Y, donc Y max, n'a pas changé, parce que ni le revenu, le prix du bien Y ont changé. Et donc là, la nouvelle droite budgétaire, je vais la tracer entre Y max, qui est la même que initialement, et la nouvelle X max. Donc, quand je trace ces droite budgétaire, la nouvelle, eh bien, j'obtiens une nouvelle droite budgétaire. Vous voyez, donc, si je fais la statique comparative, c'est-à-dire avant et après, je compare avant et après, qu'est-ce que je remarque? La droite budgétaire D initiale, elle est là. La nouvelle droite budgétaire D', elle est là. Donc, D ne s'est pas déplacé de manière parallèle, parce que la pente est devenue plus élevée. Donc là, vous voyez que cette droite budgétaire, elle est plus pentue, d'accord? Donc, sa pente, elle est plus élevée, ok? Et donc, la droite budgétaire, en fait, vous voyez, se déplaçait vers l'intérieur. Donc, ça, c'est l'extérieur, et ça, c'est l'intérieur. Ou si vous voulez, ça, c'est vers la droite, et ça, c'est vers la gauche, si vous voulez. Et comme il a le même point, donc Y max, on dit qu'il a fait une rotation. C'est comme s'il a tourné autour d'elle-même. Il a tourné autour d'elle-même. Il a fait cette rotation-là, ce mouvement-là, vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que Px, il a augmenté. Donc, on a une augmentation du prix du bien X qui est devenu plus cher. Donc là, vous voyez que on peut faire juste dire déplacement vers l'intérieur, vers la gauche, qui traduit une baisse de la consommation du bien X, bien sûr, ou si vous voulez, une rotation. Pourquoi une rotation? Parce qu'il tourne autour de ce point-là. Vous voyez, donc il fait comme ça, autour de ce point d'axe, et vers la gauche ou vers l'intérieur. Donc on va écrire ça. Donc lorsqu'on a une augmentation du prix du bien X, R fixe, et le prix de l'autre bien aussi fixe, la droite budgétaire se déplacera, ok, se déplacera sous forme de rotation vers l'intérieur ou vers la gauche, c'est la même chose, gauche si vous voulez, vers l'intérieur, ce qui se traduit bien sûr par une baisse de la consommation du bien X. Alors que la consommation du bien Y, donc il restera inchangé. Donc j'augmente le prix du bien X, il devient plus cher. Le consommateur va réduire sa consommation du bien X. La droite budgétaire va tourner autour d'elle-même, il va faire une rotation vers l'intérieur, c'est-à-dire vers la gauche. Ok, très bien. Alors maintenant, donc le cas inverse, c'est-à-dire si je baisse le prix du bien X, ok, toujours R fixe et PY aussi fixe. Qu'est-ce qui va arriver? Ben pareil, donc forcément R sur PY, donc ça c'est une constante, ça c'est une constante, donc il va rester constant, fixe. Donc Y max ne changera pas, toujours. Voilà. Et c'est R sur Px qui va changer, n'est-ce pas? R sur Px, puisque R, elle est fixe. Px, il va baisser. Donc, tout le rapport R sur Px, il va augmenter, l'inverse. Il va augmenter. Parce que le prix du bien X, il est devenu moins cher, rappelez-vous. Et donc, X max aussi, il va augmenter. Et s'il augmente, il va se déplacer vers quelle direction? Vers la droite. Vers la droite. Très bien. X max va se déplacer vers la droite. Et donc, toute la droite budgétaire va se déplacer vers la droite parce que, de toute façon, Y max, il est inchangé. Et donc, il va faire une rotation cette fois-ci
Vers quelle direction? Pas vers l'intérieur, vers la gauche, mais vers la droite, vers l'extérieur. Ok? Très bien. Donc, on peut l'illustrer ici. Très bien. Donc, R sur PY, si vous voulez, hein, donc il va rester inchangé, donc le même point, Y max, parce que R et PY n'ont pas été modifiés, mais R sur P seconde X, hein, le nouveau prix, il va bien sûr permettre plus de consommation du bien X. Et donc là, je vais me déplacer vers la droite, ici. Donc là, imaginons que je suis là. Donc R ne change pas, mais P change. Donc P seconde X. Et donc là, j'obtiens, voilà, deux nouveaux points extrêmes. Et je trace ma nouvelle droite budgétaire que je vais appeler D secondes. Ok. Et donc là, si je compare D secondes avec D c'est avant, D secondes c'est après l'augmentation, ou pardon, la baisse du prix du bien X. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on a un déplacement, cette fois-ci, vers, vous voyez, vers le haut, vers la droite, ou vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que le prix du bien X, il a baissé. Donc, puisqu'il est devenu moins cher, on peut se permettre d'augmenter la consommation. Et donc, la droite budgétaire va représenter des combinaisons qui contiennent plus de X. Okay? Contrairement au cas précédent, lorsque le prix il est devenu plus cher, bah justement, hein, donc, on se contente, le consommateur va se contenter seulement de combinaisons qui contiennent moins de X, bien sûr, parce qu'il est devenu plus cher. Et donc là, conclusion, lorsque le prix du bien X devient moins cher, baisse, eh bien la droite budgétaire va se déplacer vers l'extérieur. Il va faire une rotation vers l'extérieur. Pourquoi une rotation? Parce qu'il va tourner autour du point Y max. Très bien. Donc voilà, on peut écrire ça ici. Donc, lorsqu'on a une baisse du prix du bien X, ok, R constant, bien sûr, PY aussi constant, eh bien, la droite budgétaire, donc la droite budgétaire va effectuer, donc je change un petit peu la phrase, mais c'est le même sens, une rotation autour d'elle-même, d'accord, autour d'elle-même vers l'extérieur, ce qui se traduit par une augmentation de la consommation du bien X. Ok, très bien. Donc voilà un petit peu comment se déplace hein, la droite budgétaire lorsque le prix d'un seul bien qui change. Eh bien, on peut faire le même raisonnement, donc travail à faire chez vous. Hein, donc essayez de faire le même raisonnement, même démonstration. Vous allez juste remplacer PX ou le changement de PX par celui de Y. Donc, travail à faire, étudier le déplacement, d'accord, de la droite budgétaire quand, cette fois-ci, hein, donc PY augmente ou baisse, alors que R est fixe et PX aussi fixe. Cette fois-ci, on va fixer R, PX, et on va changer PY. Alors, ce que vous allez trouver, hein, donc je vous donne le résultat et c'est à vous de faire la démonstration. Donc, X, ok. Alors, bien sûr, puisque le prix du bien X ne va pas changer, R ne va pas changer, donc R sur PX ne va pas changer. Donc, si j'ai la droite budgétaire suivante, R sur PX, donc là, ce point ne va pas changer, ok. Qu'est-ce qui va changer? C'est Y max, d'accord. Dans quel sens? Eh bien, si le prix du bien Y augmente, bah, le bien Y devient plus cher. N'est-ce pas? Donc, on va réduire sa consommation. Donc, R sur PY, il va baisser. Donc, il va se déplacer vers le bas, ici. OK? Très bien. Il va se déplacer vers le bas. Et donc, on obtient R sur P', Y. Et donc, là, j'obtiens le nouveau point ici. OK? Ça change pas. Et donc, là, X max ne change pas. Y max, il est passé ou il s'est déplacé vers le bas. Donc, la nouvelle droite budgétaire, elle est là. Voyez, vous allez obtenir cette nouvelle droite budgétaire comme ça. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite budgétaire initiale s'est déplacée vers le bas. OK? Ce qui traduit, bien évidemment, une baisse, d'accord, de la consommation donc du bien Y parce que le prix du bien Y, il a augmenté. OK? Maintenant, si je baisse le prix du bien Y, je vais avoir le résultat inverse. Donc, je vais avoir un déplacement vers le haut. Et donc, imaginons que j'ai ici, hein, donc, R sur là, traduire ici, là, R sur P seconde, Y.
Donc là, ça va pas changer, bien sûr, Xmax ne changera pas. Et donc là, je vais obtenir une nouvelle droite budgétaire ici. Voilà. Donc ça, c'est 10 secondes. Et donc là, on aura une rotation vers le haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on aura une augmentation de Y. Pourquoi? Parce que PY a baissé. OK? Et ça, bien sûr, c'est des primes. Hein, donc, voilà. Donc, essayez de faire la démonstration qu'on a faite la dernière fois. Voilà, pour trouver exactement ce graphique. Vous voyez, hein, donc Xmax ne change pas. Et là, c'est juste Ymax. Hein, c'est le même. Voilà, c'est presque le schéma inverse, tout simplement. D'accord? Très bien. Alors, dernière modification qu'on va traiter. Eh bien, cette fois-ci, donc, on va voir qu'est-ce qui se passe si on change toutes les variables. Jusqu'à maintenant, on a travaillé uniquement avec une seule variable. OK? Donc, changement de R, Px et Py en même temps. C'est très important. Et dans la même proportion. Dans la même proportion. Alors, même proportion, ça veut dire avec le même pourcentage. Hein. Donc, si j'augmente R de 10%, je dois augmenter Px, Py de 10%. Si je multiplie R ou je double R, je dois doubler Px, je dois doubler aussi Py. Donc, il augmente dans la même mesure, ok? Même proportion. Et en même temps, bien sûr, c'est-à-dire simultanément. Alors, quel est l'impact sur la droite budgétaire? C'est ce qu'on va étudier tout de suite. Très bien. Alors, première chose qu'il faudrait savoir, c'est que on va représenter mathématiquement hein, donc cette augmentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Augmentation en variation simultanée et dans la même proportion. En fait, ça revient à multiplier les variables qui nous intéressent, c'est-à-dire ici R, Px et Py par un paramètre T. On peut l'appeler T au lambda, au petit m, petit a, petit b, peu importe. Donc, ça revient à multiplier toutes les variables, les trois variables, R, Px, Py par le même paramètre. Ok? Donc, on va écrire ça ici. Donc, modifier R, Px et Py simultanément, ça veut dire en même temps, simultanément et dans la même proportion, ok? Et dans la même proportion, revient à les multiplier, d'accord, par le même paramètre, le même facteur, si vous voulez, que l'on peut noter, hein, donc c'est juste un choix personnel que l'on peut noter T, ok? J'aurais pu mettre lambda, etc. Donc c'est juste une question voilà, de liberté, vous avez la liberté de noter, mais bon là la convention consiste à noter avec T, d'accord? Alors, effectivement, donc il faut savoir comment on passe, c'est très important, d'une augmentation en pourcentage à la multiplication par un paramètre. Exemple, donc si on augmente R par exemple de 50%, si j'augmente R de 50%, à quoi est égal T? Par quoi je peux le multiplier pour avoir le même résultat? Donc ici, R augmenté de 50%, ça veut dire quoi? Je prends R plus 50% puisque j'ai augmentation de R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, ça revient à écrire R plus 50%, c'est quoi? C'est 0,5 R, n'est-ce pas? R plus 0,5 R, je factorise par R, ça devient 1,5 R. Donc, si j'augmente R de 50%, c'est équivalent à quoi? À multiplier R par 1,5. Ok? Voilà. Ça revient à multiplier R par 1,5. Donc ici, T est égal à 1,5. Vous voyez? D'accord? Et pareil, bien sûr, pour Px ou Py. Hein, donc si j'augmente Px ou Py de 50%, ça revient à les multiplier par 1,5. D'accord? Donc de manière générale, donc si j'ai un pourcentage et j'ai l'augmentation, ok, j'ai une augmentation et j'ai une variation en termes de pourcentage, T est égal à quoi? Ben, est égal à 1 plus
Parce que 1,5, comment je l'ai obtenu? 1 plus 0,5. Et 0,5, c'est 50%. Donc, ça fait 1 plus le pourcentage, tout simplement. OK? Donc, si on vous dit dans une phrase d'examen, de question d'examen, voilà, on augmente R au Px, Py de 50 ou de 30% par exemple, eh bien, à quoi est égal T? Par quoi ou par combien on peut multiplier donc R, Px au Py? Bah, ça revient à multiplier 1 plus le pourcentage. Donc, si j'ai 50%, ça fait 0,5. Donc, 1 plus 0,5, ça fait 1,5. Si j'ai 30%, ça fait 1 plus 0,3. Donc, ça fait 1,3. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, dans le cas d'augmentation, bien évidemment. OK? Si j'ai maintenant hein, donc une baisse, OK? Donc, T sera égal à combien? Bah, sera égal à 1 moins le pourcentage. Exemple, hein, donc si j'augmente, pour changer un petit peu, pardon, si je baisse, hein, donc là j'ai le cas de baisse, la baisse de Px, OK? De 30%, imaginons. Donc, baisse de Px de 30%, ça veut dire quoi? Je prends Px, la valeur initiale de Px, moins 30% de Px, n'est-ce pas? Très bien. Et 30%, c'est 0,3, n'est-ce pas? Donc, ça fait Px moins 0,3 Px. Et je factorise toujours par Px, ça fait 1 moins 0,3, ça fait, qu'est-ce qui me reste? 0,70, ok? Donc, ça me donne 0,70. Enfin 0,7 si vous voulez, Px. Donc c'est comme si je multipliais, donc lorsque je dis je baisse Px de 30%, c'est comme si je multipliais Px par 0,7. Et effectivement, donc si j'enlève, je baisse Px de 30%, ça veut dire quoi? J'enlève 30%, qu'est-ce qui va rester? 70%, c'est-à-dire 0,7 Px. Okay? Et donc la règle ici, hein, donc lorsqu'on a une baisse du prix, on voit une variable, que ce soit R, Px, Py, ce que je fais pour Px, c'est valable pour les autres variables, d'accord? C'est de manière générale. Donc c'est comme si je prends 1 moins le pourcentage et je multiplie le résultat par la variable qui m'intéresse. Voilà là la règle, hein, donc si on vous donne une question comme ça le jour de l'examen. Donc, si vous avez une augmentation, vous prenez 1 plus le pourcentage. Vous n'allez pas mettre 1 plus 50% comme ça, mais 1,05 parce que 50%, ça fait 0,5. Si vous avez 30%, ça fait 1 plus 0,3. Si vous avez 60%, ça fait 1 plus 0,6. Donc, ça fait 1,6, etc. Si vous avez une baisse, vous allez faire le moins, tout simplement. Vous allez prendre 1 moins le pourcentage. OK? Très bien. Donc, comme on a dit, augmenter au BCR, Px, Py par un pourcentage, le même pourcentage bien évidemment, revient à multiplier donc ces trois variables par le même paramètre qu'on a dit t. Et t, comment je l'obtiens? Donc soit j'ai une augmentation, je mets 1 plus le pourcentage, soit j'ai une baisse, 1 moins le pourcentage. D'accord? Très bien. Alors, donc, imaginons que P, ou si vous voulez, hein, donc R, Px et Py sont multipliés, d'accord, multipliés par le même paramètre t. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils varient dans le même sens bien sûr, en même temps et avec ou dans la même proportion, par le même paramètre t. Très bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les variables, ils vont changer, n'est-ce pas? Donc, Px, il va devenir Tpx. Hein? D'accord? Que je vais appeler, ça peut être P'X, etc. Donc, Px, je vais le multiplier par Tpx. Imaginons que j'augmente de 50%. Ça veut dire que Px, il va devenir 1,5 Px, par exemple. OK? Py, pareil. Il va être multiplié par le même paramètre, Tpy. Et R aussi, il va être multiplié par Tr. On est d'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? D'abord, on va écrire la contrainte budgétaire initiale. La contrainte budgétaire initiale, donc, elle s'écrit avec les valeurs initiales de R, Px et Py, les valeurs initiales. Donc, il s'écrit, comme on l'a déjà dit, donc c'est R est égal à D, et D c'est XPX plus YPY, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la contrainte budgétaire, on va l'appeler initiale. Maintenant, on va écrire la nouvelle contrainte budgétaire. Est-ce qu'on va avoir la même ou pas? Pourquoi? Parce que si on veut voir l'impact
d'accord, de ces changements des trois variables qui sont multipliées par le même paramètre t sur la droite budgétaire, on va voir quel est l'impact sur, bien sûr, l'équation de la droite budgétaire. Ok. Et après, on va voir si on a besoin d'étudier x max, y max. Mais voilà, d'abord, on passe par la nouvelle contrainte budgétaire. Alors, la nouvelle contrainte budgétaire, donc, imaginons que, voilà, je vais l'écrire avec les nouvelles valeurs de R, la nouvelle valeur de Px et la nouvelle valeur de Py. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a? Px, il devient quoi? Tpx. Py devient Tpy. R, c'est Tr. Donc, autrement dit, ça, c'est P'x. La nouvelle valeur. Hein? Donc, ça, c'est la valeur initiale. Ça, c'est la nouvelle valeur. Et ça, c'est P'y. Et ça, c'est R'. Donc, P'x, P'y, R', ce sont les nouvelles valeurs, bien sûr, des prix de biens et des revenus du consommateur, après avoir été multipliés par le même paramètre T. Okay? Donc, la nouvelle contrainte budgétaire s'écrit avec les nouvelles valeurs, c'est-à-dire R'. R' sera égal à quoi? Égal à P'x fois X plus P'y fois Y. Ok? Très bien. Donc, les nouvelles valeurs des trois variables. Et je remplace R', on a dit, est égal à TR. Ok, donc je remplace TR. P'x, c'est Tpx fois X. Et je remplace P'y, bien sûr, par sa valeur, c'est-à-dire Tpy fois Y. C'est bon? Très bien. Donc là, qu'est-ce que vous remarquez? Je peux factoriser avec le paramètre T. Ok, donc T fois R est égal à T. Donc Px, je mets T en facteur. Pxx plus, ou xpx si vous voulez, plus Py fois Y. Je mets T en facteur parce qu'il est commun aux deux variables. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je peux simplifier par T. Qu'est-ce que j'obtiens? R est égal à xpx, hein, pour changer un petit peu, ypy. Qu'est-ce que vous remarquez? Cette nouvelle contrainte budgétaire, elle est la même que la contrainte budgétaire initiale. C'est la même. Il n'y a pas de changement. Donc, autrement dit, lorsque le revenu et les prix des deux biens sont multipliés par le même paramètre, c'est-à-dire qu'ils changent dans la même proportion et en même temps, eh bien, la contrainte budgétaire du consommateur ne changera pas. Et si la contrainte budgétaire ne change pas et la fonction d'utilité ne change pas, le choix du consommateur ne changera pas. Donc, même si le revenu, par exemple, on dit que le revenu, il a augmenté, il a doublé, par exemple, on pourrait croire que le consommateur, il va doubler sa consommation. Eh bien, non. Puisque les prix aussi, ils ont doublé, eh bien, il va garder sa même consommation inchangée. Donc, il ne va pas modifier son choix de départ qu'il a fait initialement. Il va garder la même combinaison. Donc, on dit dans ce cas-là, en fait, qu'il ne va pas tomber dans le piège ou l'illusion qu'il pourrait avoir si quelqu'un, effectivement, n'est pas rationnel. Il va croire que, suite à l'augmentation de son revenu, il pourra, effectivement, augmenter sa consommation. Mais notre consommateur néoclassique, Homo economicus, il est rationnel, il est super intelligent. Donc, c'est vrai qu'il remarque que son revenu, il a augmenté. Par exemple, il a doublé. Mais si les prix, ils ont doublé aussi en même temps, son pouvoir d'achat, il n'a pas changé en réalité. Hein. Donc, il va toujours acheter les mêmes quantités. Puisque le pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est le rapport entre le revenu et les prix. Donc, si ce rapport-là, effectivement, il est resté fixe, puisque les deux, le numérateur et le dénominateur, ils ont changé avec le même pourcentage, donc là, le rapport, il va rester fixe, et par conséquent, le pouvoir d'achat du consommateur ne changera pas. Et justement, le consommateur rationnel, il est capable de se rendre compte finalement que son pouvoir d'achat n'a pas changé. Et par conséquent, donc, il ne va pas modifier son choix de consommation. Donc, on dit, il y a un mot technique pour décrire cette réaction du consommateur. On dit que le consommateur n'est pas victime d'illusions monétaires. Donc, il ne va pas se tromper en réalité. Il n'est pas victime de l'illusion que son revenu a augmenté. Et donc, il va se ruer sur le marché pour acheter plus. Donc, il ne va pas le faire parce que il est assez intelligent pour comprendre que les prix, ils ont aussi augmenté. Donc, sa consommation restera identique. D'accord? Très bien. Donc, on va résumer un petit peu ce qu'on vient d'expliquer. D'accord? Alors, la contrainte budgétaire reste inchangée
suite à la multiplication de R, Px et Py par le même paramètre. Ok, le même paramètre T. D'accord? Ce qui veut dire en fait que le choix du consommateur restera inchangé. Restera inchangé. Le choix du consommateur restera inchangé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, hein, si je prends un exemple, ok? Donc, vous avez R qui est égal à 100, n'est-ce pas? Et Px qui est égal à 20. D'accord? On va prendre juste le bien X. Ce qui est valable pour le bien X est valable aussi pour le bien Y. Alors, R sur Px, combien vous pourrez acheter du bien X? Ben, je prends le revenu total, je le divise par le prix de chaque unité. Ben, ça va me donner 5 unités, n'est-ce pas? Très bien. Alors, imaginons que R, il devient 2R. C'est-à-dire, je multiplie R par 2. Je le double. Donc, ça veut dire que ça devient 200 dirhams, n'est-ce pas? Mais, en même temps, Px, je vais le doubler aussi. Ok, on va le doubler. 2px. Ça veut dire qu'il va devenir, bien sûr, 40. Est-ce que la quantité que le consommateur va consommer ou va acheter, est-ce qu'il va augmenter? Est-ce qu'il va doubler? Non, bien sûr. Pourquoi? Parce que quand tu prends R' sur P'X, ça devient 200 dirhams, n'est-ce pas? Effectivement, ça a augmenté, c'est plus 100 dirhams. Mais le prix aussi, il a augmenté, il est devenu 40 dirhams. Donc, ça veut dire toujours 5. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité reste inchangée. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat, la quantité que je peux acheter avec mon revenu, le pouvoir d'achat, elle est inchangée. Elle est inchangée. Voilà. Et c'est quoi le pouvoir d'achat? C'est R sur P. C'est pas uniquement R, hein. D'accord? Donc, le consommateur rationnel, il ne raisonne pas uniquement en termes de R. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'est pas victime d'illusions monétaires. C'est-à-dire qu'il ne raisonne pas uniquement, il ne regarde pas uniquement la valeur monétaire de son revenu. Il regarde aussi la valeur réelle, c'est-à-dire le prix. Et effectivement, si R double, je multiplie R par 2 et P par 2, bah, je simplifie par 2, R sur P restera constant, fixe, inchangé. D'accord? Et donc, le consommateur, il raisonne en termes de pouvoir d'achat. C'est-à-dire, il prend R et il le compare avec le prix. Si R a doublé et P a doublé, ben pour lui, le pouvoir d'achat n'a pas changé. Donc, il ne va pas changer la quantité achetée. Donc, on dit qu'il n'est pas victime d'illusions monétaires. Donc, le consommateur n'est pas victime d'illusions monétaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le consommateur est capable de se rendre compte, c'est-à-dire de comprendre, de se rendre compte que son pouvoir d'achat donc ne changera pas, ne sera pas modifié si, d'accord, si, bien sûr, son revenu et les prix des biens changent en même temps et dans la même proportion. Et dans la même proportion. Donc, le consommateur raisonne en réalité, il raisonne en termes non pas de revenus monétaires, d'accord, c'est-à-dire ce qu'il gagne, monétaire, ok, on l'appelle aussi donc nominal, mais en termes de revenus réels. Réel, ça veut dire justement pouvoir d'achat. Hein. Quelle est la quantité réelle que je peux acheter avec l'argent dont je dispose? Ce n'est pas uniquement le montant d'argent qui m'intéresse, c'est-à-dire la valeur nominale, la valeur monétaire.
Hein? Donc, le consommateur rationnel dans le modèle néoclassique ne raisonne pas en termes du montant, hein, donc d'argent dont il dispose. Il raisonne en termes de quantité qu'il peut acheter avec ce montant d'argent. Okay? Et quand on dit la quantité, ça veut dire qu'on raisonne avec le prix aussi. Donc, il va rajouter le prix dans son raisonnement. Il tient compte des prix, de l'inflation. Donc, en termes de revenus réels, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Et c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas victime, d'illusions monétaires. C'est pour ça qu'il n'est pas victime d'illusions monétaires. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, hein, donc il y a ces négociations toujours continues entre les syndicats et le patronat. Chaque fois qu'il y a une augmentation des prix, donc il y a une inflation, eh bien les syndicats, ils demandent une augmentation de salaire pour effectivement préserver ou garder le pouvoir d'achat intact des salariés, des employés, des ouvriers. Parce qu'effectivement, si le revenu donc n'augmente pas, alors que les prix augmentent, donc R sur P, bien sûr, a pouvoir d'achat qui est là, hein, donc je le mets, R sur P. Donc, si P augmente, mais R reste la même, ben, R sur P va baisser, le pouvoir d'achat va baisser. Les salariés vont acheter moins de biens et services, ils vont consommer moins, malheureusement. Donc, c'est la raison pour laquelle ils vont demander une augmentation donc des salaires pour que le pouvoir d'achat reste toujours le même. C'est la preuve que les gens, ils raisonnent en termes de pouvoir d'achat, en termes de revenus réels. Ils ne sont pas victimes d'illusions monétaires. Et par conséquent, bien sûr, la droite budgétaire, il ne va pas se déplacer. Donc, il va rester fixe, puisque la contrainte budgétaire est la même, bien sûr. Et donc, avec ça, on termine avec les différents déplacements de la droite budgétaire suite aux variations, bien sûr, de ces variables.